retour de l'info en face 100% jeunes engagés aujourd'hui. Je rappelle un format dédié à donner la parole aux jeunes sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, c'est Ayman Zakaria qui est parmi nous. Bonjour Rachid. Bonjour Ayman, merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain des jeunes pour les études stratégiques, oui, et que vous êtes également chercheur en économie. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Donc on va démarrer par chercheur en économie. Avec plaisir. Pour votre lecture de la situation, la conjoncture économique. Oui. Alors, tout d'abord, pour qu'on puisse faire un rappel, l'inflation, c'est la hausse générale des prix et elle est mesurée par l'indice des prix à la consommation. Si on veut bien sûr rappeler qu'auparavant, on a tellement oublié l'inflation, tellement que la hausse des prix a été faible. Également, mais aujourd'hui, l'inflation est de retour au Maroc. On est en train de parler d'un taux de 3,3% pour le premier trimestre. Banque el-Maghrib, il prévoit un taux final de 4,7%. Et tout ça, ça donne des perspectives d'évolution des prix et ça donne des risques haussières. Mais Ayman Zakaria, je rappelle, donc chercheur en économie, ça c'est le constat, c'est l'inflation. Oui. Flambée des prix, flambée des matières premières. Et également, mais il y a des risques là derrière. On est en train de parler du blocage de la chaîne d'approvisionnement. On parle du hausse du prix de baril du pétrole qui a atteint un niveau de $140 du prix de baril. Également, on a les tensions géopolitiques, notamment la crise de l'Ukraine. Ça sur l'échelle internationale. Pour le national, on a la sécheresse qui va également participer au blocage et à de geler la hausse des prix, surtout pour les produits alimentaires. On a une évolution de 1,2% contre 0,2% en 2021. En même temps, on se dit, c'est tous les économistes à travers le monde se dire, mais comment arriver à juguler l'inflation? Comment arriver à contrer, à limiter ces impacts sur les entreprises, oui, mais aussi et essentiellement sur les ménages? Pour les entreprises, normalement, en 2020, presque 2000 entreprises qui s'est déclarées en faillite. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'une entreprise se déclare en faillite, ça veut dire que l'État ne va plus générer l'impôt, l'IS, l'IRTVA. On a également des salariés qui sont mis sur le chômage. On a parlé de 13% comme un taux de chômage. C'est 1,5 million de personnes qui s'est mis aujourd'hui en chômage. Et ça veut dire qu'il y aura un déséquilibre sur la situation budgétaire des familles et qui va nous engendrer des problèmes sociaux. Situation en déséquilibre des familles, mais situation aussi en déséquilibre des finances publiques, parce que l'État aujourd'hui se retrouve dans l'obligation de subventionner massivement des produits de première nécessité comme le sucre, oui, ou la farine. Oui. Donc voilà, par rapport à ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des politiques de soutien, oui, que le gouvernement a décidé pour soutenir les ménages et les entreprises de l'impact de l'inflation? C'est simple. On a la caisse de compensation. Cette caisse-là, aujourd'hui, elle coûte, c'est un coût très élevé. Également, on a du mal à la maîtriser. On a du pauvre qui bénéficie, on a le riche qui bénéficie. Et ça, c'est pas du tout l'objectif. Mais quand même, on ne peut pas nier que la caisse de compensation a participé d'une manière ou d'une autre à maîtriser la hausse des prix. Mais ça revient très cher parce que tout le monde il bénéficie. Mais aujourd'hui, on est vers la réforme de la caisse de compensation à travers le registre social qui va donner la possibilité de donner des fonds directs à la population défavorisée. Justement, le problème, c'est que la caisse de compensation n'est pas forcément en situation de réforme aujourd'hui. Et en même temps, le RSU, le registre social unifié, n'est pas encore lancé. Oui. Donc voilà, on se retrouve avec une inflation grimpante et en même temps, tension sur ça va aggraver la situation. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que, selon vous, le gouvernement, est-ce qu'il a fait les bons choix? Est-ce qu'il a pris les bonnes options et les bonnes décisions pour soutenir les ménages et les entreprises? Jusqu'à ce moment-là, le secteur du transport, il a enregistré un taux de 1,1 contre un record de 5,9 en 2021. Aujourd'hui, le gouvernement, il parle qu'ils vont juste soutenir le secteur du transport. Je parle du taxi, oui, mais ça, c'est pas évident, c'est pas correct. On est censé de protéger et de soutenir tous les citoyens parce que ces citoyens-là, ils donnent. Donc le gouvernement aurait dû faire quoi? Vous dites, moi, je trouve pas normal qu'il aide que les transporteurs et que les chauffeurs de taxi, en tout cas les titulaires d'agrément. Oui, mais quelle est la raison là derrière pour ne pas soutenir les citoyens? Les citoyens, ils ont des voitures et ils payent leur vignette. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils sont censés de soutenir tous les citoyens. Il n'y a pas une différence entre là et là. Tous les citoyens. Imaginez que les citoyens laissent leur voiture et ils utilisent le transport. Est-ce que le secteur du transport, il peut soutenir tous les citoyens? La réponse, c'est non. Donc, nous sommes censés mettre les citoyens sur le même pied d'égalité. En même temps, la question qui se pose, c'est est-ce que l'État a les moyens de soutenir tous les citoyens et tous les consommateurs?
Les moyens, on sait très bien que l'État aujourd'hui, il est dans un solde déficitaire. Et ça, bien sûr, je parle des échanges extérieurs. On a les importations qui dépassent largement les exportations. Et bien sûr, ça revient à la crise sanitaire 2020 et le ralentissement de la demande. Mais laissez-moi vous dire que la principale cause qu'on dispose d'une économie fragile, la dépendance vis-à-vis secteur agricole, comme disait le général Lyoté, au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. Donc c'est la pluie qui fait la croissance ou le bon Dieu. Justement, heureusement, on a l'ouverture sur le secteur d'automobile et l'aéronautique qui va faire un peu d'équilibre. Donc pour vous aujourd'hui, en fait, c'est la situation d'inflation que connaît le pays depuis plusieurs mois. En fait, elle est aussi la conséquence d'une économie ou d'un modèle économique vulnérable et fragile. Exactement. On est censé maintenant devoir d'encourager l'économie marocaine, d'encourager également les porteurs de projets. On a plusieurs aspects afin de consolider l'économie nationale. Sinon, on va revenir toujours sur le point de prendre des fonds de la part du Fonds monétaire international et on va revenir toujours sur le même cycle. Mais en 2016... C'est-à-dire le cycle de l'endettement? Exactement. Tous les pays du monde ont recours à l'endettement, non? Exactement, mais il y en a des pays qui ont voulu d'avoir un peu d'indépendance. La première piste qu'ils ont pris, c'est qu'on devait se débarrasser des crédits qu'ils ont de la part du FMI. Sinon, on va rester toujours attaché à des crédits et on va rester toujours sur la situation de la dette. Et à ce moment-là, on ne pourrait pas avoir une situation d'équilibre sur l'économie nationale. Est-ce que pour vous, c'est le bon timing et le bon moment aujourd'hui de penser, de réfléchir et surtout d'agir pour plus de souveraineté? Plus de souveraineté alimentaire, plus de souveraineté sanitaire et plus de souveraineté économico-industrielle. Est-ce que c'est le bon timing? Voilà, il va falloir différer parce que c'est aujourd'hui extrêmement compliqué parce qu'il y a les impacts de l'inflation qu'il faut gérer quasiment au quotidien. À ce moment-là, on est censé de soutenir tout le monde. L'État doit prendre des stratégies dans lesquelles il doit englober la vision sur tous les secteurs, tous les citoyens. On est censé de les protéger. Protéger tous les citoyens, quel que soit le prêt à payer, c'est quoi? C'est l'État qui distribue comme ça de l'argent? Non, mais ce n'est pas une question de distribution. Ouais. Ces citoyens-là, ils présentent des droits. Ils ont des droits, ils ont des obligations. Comme un citoyen, je l'oblige à faire, je suis censé de le protéger dans la période de crise. Et ça revient que l'État, il a passé par pas mal d'erreurs. Je vous parle du secteur du textile qui a été défavorisé et détruit à cause de l'accord de libre-échange avec la Turquie. Aujourd'hui, ce secteur-là qui a pu également participer quand même à la croissance de notre économie. Donc, il y en a plusieurs secteurs qui ont été défectueux à cause des stratégies. On ne peut pas aujourd'hui mettre la responsabilité sur le citoyen. Le citoyen, il arrive quand même à s'en sortir et son pouvoir d'achat même, il n'arrive pas à le garder comme auparavant. C'est une hausse de prix, un salaire qui est gelé. Est-ce que vous le ressentez, vous, Emmanuel? Est-ce que vous sentez le choc de l'inflation sur votre porte-monnaie? Je ne sais pas, je pose la question. Mais la chose qui est normale pour tout le monde, le salaire, il n'évolue pas chaque mois, mais les prix et également les produits alimentaires et tout ça, le transport, le logement, la restauration, l'hôtellerie, ça, ce sont des choses qui s'augmentent au fur et à mesure et le salaire, il est gelé. Donc c'est tout à fait normal qu'on va être impacté. En situation d'inflation, parce qu'il y a toujours un débat aussi d'économistes là-dessus, est-ce qu'il faut aussi dire, si cette inflation s'inscrit dans la durée, il faudrait aussi que les citoyens consommateurs, consomment moins ou consomment mieux? Que ce soit d'ailleurs au niveau énergétique, parce que voilà, la facture énergétique est en train d'exploser aussi, ou que ce soit au niveau alimentaire aussi. Donc revoir ces modes de consommation à la fois énergétique et à la fois alimentaire. D'accord, consommer moins, ça... Ou consommer mieux. Ou consommer mieux, voilà. Ça, on peut le voir avec normalement des campagnes de sensibilisation. On est censé, le gouvernement, les institutions, de faire des campagnes de sensibilisation pour les citoyens afin de les sensibiliser, d'économiser d'une manière plus adéquate avec le besoin et de les sensibiliser qu'au futur, il y aura des impacts. Ça, c'est une manière. Sur le côté d'alimentaire, c'est très difficile de demander aux ménages de diminuer ou bien de consommer d'une manière correcte parce que pour eux, leur consommation, elle est déjà correcte. Pour eux, c'est l'État qui doit prendre en considération la situation. Ça veut dire que pour vous, autant on peut demander en tout cas aux citoyens de mieux consommer l'énergie et de la consommer moins, de faire attention. Mais au niveau alimentaire, vous dites que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que pour le citoyen, il consomme d'une manière correcte. Lui et sa femme et ses petits-enfants, donc ça revient pour eux très normal. De consommer mieux, pour eux, c'est de consommer moins.
C'est ça, c'est pour les ménages. De consommer mieux, c'est de consommer moins. Et pour eux, c'est très difficile. Ils peuvent même prendre des crédits de consommation et de faire des rachats et de garder le même niveau de vie. Avant de passer sur l'impact sur les jeunes, hein, parce que les jeunes chez nous, c'est grosso modo un tiers de la population qui a moins de 34 ans, je le rappelle. Et donc, il y a aussi l'inflation qui a aussi un impact sur cette catégorie de population. La grande question qui se pose, si cette inflation dure longtemps, est-ce qu'il y a des leviers, selon vous, qui doivent ou qui pourraient être actionnés pour limiter et alléger l'impact? Oui, on a par exemple les programmes de financement. Je vous rappelle que l'État a pris durant la dernière décennie des programmes de financement. On parle de Moukawalati, l'auto-entrepreneur et Telaka. Aujourd'hui, on s'arrête au niveau de Força. Donc l'État a compris qu'à travers des programmes-là, on peut créer de la richesse. Comment? L'État, bien sûr, elle va générer l'IS, l'IRTV, donc une augmentation des recettes. Il y aura du recrutement au sein de donc diminution du taux de chômage. Également, donc il y aura le micro-économique, les agents les banques, ils auront également des crédits, des virements, des opérations à effectuer. Les clients, ils vont trouver des entreprises qui vont répondre à leurs besoins de les satisfaire. Les fournisseurs, ils vont trouver des clients. Donc il y aura vraiment une économie qui sera riche. Mais d'une autre manière, je rappelle que l'État doit prendre en considération le point de l'accompagnement de ces... Là, vous parlez du programme Força pour les jeunes entrepreneurs. Je parle de tous les programmes. On présente des sommes respectables. Donc on est censé dans le même pas de prendre le point de l'accompagnement. L'accompagnement, il est très important. Parce que si on n'arrive pas à accompagner ces jeux-là, je vous rappelle de l'étude du Haut-Commissariat Plan qui nous a informé avec une étude que à peu près 90% des entreprises qui échouent au Maroc, ils échouent durant les 2 premières années. Donc si on arrive à les soutenir, on arrivera à les garder sur le marché du travail. Et également, on n'a pas un manque des institutions d'accompagnement. On a le FPPT, on a les centres régionaux d'investissement, on a l'ANAPEC, on a des institutions donc, comme... les acteurs existent. Exact. Est-ce que la problématique première, vous le disiez, vous avez fait référence à Moukawalati, est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite de ce programme-là? Quel programme? Moukawalati, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs avant de lancer le programme Força, parce que je sais que vous êtes engagé dans le programme Força. Oui. Est-ce qu'il y a des évaluations qui ont été faites sur les programmes? Programmes? Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque programme, on essaie de corriger les erreurs qu'on a eues sur le programme précédent. Par exemple, le moment qu'on parle du programme de l'auto-entrepreneur, c'est un programme, l'objectif, c'est de prendre les gens qui travaillent dans le secteur informel et de le prendre vers le secteur formel. Après, il y a eu une diffusion, si on voulait bien dire, et de proposer ce programme-là aux jeunes lauréats. Ces jeunes-là, ils n'ont pas d'idée. Il n'y a pas de l'accompagnement. On a eu juste des cartes qui étaient présentées pour ces étudiants-là. Et pour augmenter le nombre des personnes qui ont bénéficié du programme, et directement le programme il a échoué. On a parlé d'un bon montant de financement, mais avec un taux qui est moins réduit. Aujourd'hui, on parle du programme Força qui n'a pas de taux d'intérêt. Ça veut dire que l'État, c'est elle-même qui va prendre en charge l'intérêt. Il va financer entièrement le crédit qui va être distribué aux 10 000 entrepreneurs, parce que ça vise 10 000 entrepreneurs. Oui. Aujourd'hui, on est en train de parler de 150 000 personnes qui ont postulé. Qui ont candidaté. Oui. Est-ce que c'est pas choquant, ça, le fait de dire il ne va pas y avoir de la frustration, il n'y en a que 10 000 qui vont être retenus alors qu'il y en a 150 000 qui ont déposé leur candidature? C'est tout simple. 150 000, c'est un chiffre qui signifie que aujourd'hui, on a la culture d'entrepreneur. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est pas juste la première vague. Il y aura d'autres vagues sur le même programme. Par la suite, on aura d'autres programmes. Ça change juste le nom. Et bien sûr, la correction sur les points. Mais le point le plus important, c'est que ces 10 000 jeunes, ils seront triés par une commission qui contient des experts qui vont faire l'étude et l'analyse de chaque projet et de voir est-ce que c'est vraiment ce projet-là, il a la capacité d'être réalisé sur le terrain. Quand on voit le nombre de rejets du programme Intelapa, c'est grosso modo un tiers des dossiers qui ont été rejetés. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte aussi dans le cadre du programme Força, qui est aussi un certain nombre de dossiers de candidats et de candidates qui soient rejetés? Intelaka, la chute, c'était à cause de la pandémie. On parle le programme qui a été lancé en 2020. À cause de la pandémie. Mais il y a aussi un tiers des dossiers ont été rejetés parce que les dossiers n'étaient pas bien ficelés. Voilà. C'est tout à fait normal. On ne va pas vous donner un fonds pour un projet qui n'est pas assez adéquat avec la réalité. Si vous voulez avoir du fonds, vous devez normalement avoir un projet réalisable, un projet qui peut être réalisé sur une commune que vous avez déjà un plan. En tout cas, je vous rappelle, Ayman Zakaria, vous êtes très impliqué au niveau du programme Força. Oui, parce qu'au mois de juin, on aura l'Académie du Força. Força, c'est pas juste le nom du programme de Força, mais Força comme étant, c'est une chance. Ça veut dire qu'il y aura une série de formations. Ça va être appliqué le changement de la mentalité du salarié vers un entrepreneur parce que c'est totalement différent. Un salarié, il pense
d'une manière, je suis censé d'exécuter une seule tâche au détriment de l'entreprise. Ça, c'est clair. Mais un entrepreneur, il prend en charge toute la vision. Je parle de toute la vision, il prend les deux volets. Le volet du macroéconomique, c'est-à-dire les aspects qui peuvent impacter et influencer l'entreprise, politique, légale, technologique, culturelle, sur le micro, les 5 agents, l'État, fournisseurs, clients, banques. En même temps, sur le programme Força, est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous dites qu'il va falloir renforcer l'accompagnement parce que le financement est disponible, Oui. il sera disponible, Oui. puisqu'il y a une enveloppe de plus de milliards de dirhams qui a été mobilisée pour ça, et des crédits jusqu'à 100 000 dirhams qui pourront être attribués à ceux qui seront... C'est pas un Jusqu'à montant le fixe. plafond. Exactement. C'est comme si vous pouvez avoir 30 000, c'est comme vous pouvez avoir 50 000, c'est comme si vous pouvez avoir 100 000. Ça dépend de votre dossier et la capacité pour le réaliser sur le terrain. Est-ce qu'il est important aussi de porter un regard extrêmement attentif sur le marché? C'est-à-dire, voilà, même si, voilà, est-ce qu'il y aura un marché ou un marché suffisant en tout cas pour faire en sorte que ces projets des futurs entrepreneurs deviennent réalité et puissent fonctionner dans la durée? Bon point, mais ça rentre toujours dans le point de l'accompagnement. Mais je souligne que le programme Força, il n'a pas mis des institutions qui vont faire l'accompagnement. Il y a une seule institution qui va prendre en charge ça. Pourquoi pourquoi marginaliser l'OFPPT, l'ANAPEC et les centres régionaux d'investissement? Ce sont des centres qui ont la capacité d'accompagner les jeunes sur ce programme. Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Est-ce qu'ils ont déjà réussi? Mais Ces différents acteurs. Mais bien sûr, c'est leur travail. Je crois savoir qu'ils étaient impliqués dans le programme de Crédit Jeune Entrepreneur d'Amoura Walati, et que si peut-être, je dis bien peut-être, hein, le gouvernement aujourd'hui a décidé de s'appuyer, en tout cas Fatima Salah Mor qui pilote ça au niveau du gouvernement, et la SMIT qui l'articule, s'ils ont choisi une autre démarche, c'est peut-être aussi parce que précédemment, ce qui n'a pas marché, c'était peut-être l'accompagnement qui avait été mis en place. Ce qui n'a pas marché auparavant parce que même on n'a pas mis en place la relation avec ces institutions-là. Et aujourd'hui, on est en train de répéter la même erreur, c'est tout simple. Donc, auparavant, on a donné les fonds et on n'a pas fait l'accompagnement. Aujourd'hui, on veut faire l'accompagnement avec une seule institution et toujours on marginalise ces institutions. Laissez-moi vous dire que ces institutions-là, ils travaillent toujours dans l'accompagnement des jeunes. Que ce soit l'ANAPEC ou que ce soit le FPTT. Le FPPT et les centres régionaux d'investissement. Mais je crois savoir de mémoire aussi, Ahmed Zakaria, qu'il y a des incubateurs régionaux qui ont été mis en place pour accompagner les porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs du programme Força. Pour 2 mois et demi. Oui. Pour 2 mois et demi, c'est-à-dire il y a le premier accord qu'ils auront pour ces étudiants-là, pour ces jeunes-là, pour avoir un petit entretien. Il y a un deuxième accord dans lequel il y aura l'incubation durant les 2 mois et demi. Après, ils seront mis sur le terrain. Rassurez-vous que si on n'arriverait pas à les soutenir, je reviendrai d'ici 1 an pour vous rappeler. Refaire un point de situation. Il faut s'attendre à quoi, au niveau des entrepreneurs ils vont investir, ils vont créer quoi, grosso modo? Est-ce que ça va être plutôt dans le digital, plutôt dans le numérique, dans les solutions innovantes, ou ça va être des métiers actuels, des activités en tout cas actuelles revisitées? Normalement, le programme Força, il ne donne pas un ciblage sur des points bien déterminés parce que le programme, il est venu pour tout le monde. Ça veut dire que le programme, il est dédié pour ceux qui ont un bac plus 5 comme ceux qui n'ont jamais passé par l'école. Donc, si vous avez une idée applicable, donc à ce moment-là, l'invitation serait d'utiliser la technologie parce que la future... C'est pas précisé ça, hein? C'est pas précisé, mais nous... Vous, en tant que jeune, Emmanuel, vous avez... Si l'État effectivement décide en 2022 de soutenir une nouvelle génération d'entrepreneurs, est-ce qu'il est logique ou pas, selon vous, de ne pas avoir mis comme indicateur dans les cahiers des charges l'investissement dans la nouvelle technologie et l'innovation? Vous avez raison. De notre part, on fait le nécessaire. On a une convention avec Decred, c'est un organisme qui est international. Avec Decred. Oui. C'est un organisme international basé en Amérique qui travaille sur les 5 continents, sur la technologie. Je vous parle de l'intelligence artificielle, la blockchain, le big data, les crypto-monnaies. Donc, on essaie de faire des formations pour les jeunes et ça sera inclus dans le programme de Força qu'on va effectuer durant le mois de juin afin de donner la réflexion pour les jeunes, afin d'utiliser la technologie sur leur projet. Parce que si un jeune, je ne lui donne pas la réflexion, comment vous voulez qu'il utilise la technologie sur son projet? En même temps, j'allais dire, Emmanuel, aujourd'hui, les jeunes comme vous, ils sont tous connectés. Ils ont tous leur écosystème digital, non? La connexion, ça ne veut pas dire la technologie. Ouais. La connexion, ça veut pas dire... la connexion pour les jeunes, ça se limite au niveau des réseaux sociaux. La technologie et l'innovation et la blockchain et l'intelligence artificielle, c'est un autre monde. D'accord, mais en tout cas, le jeune d'aujourd'hui, qui a 20 ans, 22, 23, 24 ans, il est connecté et il est à l'aise avec la tech, non? Oui, il est à l'aise avec la tech, mais on est censé de lui donner la réflexion. Vous êtes à l'aise, donc utilisez-la pour que d'autres citoyens... Aujourd'hui, il n'y a pas du déplacement. Même la pandémie, il nous a donné la réflexion d'utiliser un peu du digital, d'utiliser un peu des applications du smartphone afin d'avoir du drive et beaucoup de choses. Donc, on est censé d'utiliser un peu de ces technologies-là. Mais si on ne donne pas la réflexion pour les jeunes, ils ne vont pas utiliser. Quand vous dites la réflexion, c'est quoi?
La réflexion, c'est de faire des formations. De se former. De se former tout d'abord sur le concept et d'avoir leur idée et de rajouter la technologie pour les réaliser sur le terrain. Ceux qui vous écoutent, qui se disent, est... ceux qui vous écoutent, qui se disent, mais moi ça m'intéresse cette formation. Où est-ce qu'ils ont la possibilité de suivre une formation? Comment? Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit. Oui. Il essaie juste de consulter la page du centre, c'est Moroccan Youth Center of Strategic Studies. On va y aller doucement, on va y aller doucement face caméra, parce que quand on dit qu'il y a les formations gratuites aujourd'hui, voilà. Donc, vous dites qu'il y a des formations gratuites qui sont délivrées. Oui, bien sûr. Dans le centre marocain des jeunes pour les études stratégiques. Les études stratégiques, Moroccan Youth Center of Strategic Studies. Markaz Shabab Maghribi Dirasa Stratégie, je m'excuse parce que je parle en arabe. Bien sûr, mais c'est parfaitement bilingue. Voilà, ça c'est le nom du centre. Il essaie de consulter. L'académie va commencer au mois de juin. Il y aura bien sûr des critères d'éligibilité parce que quels sont les critères d'éligibilité justement? Des critères d'éligibilité. Tout d'abord, vous devez avoir la réflexion pour faire un projet. Tout d'abord, vous devez avoir juste l'idée, la question d'entrepreneuriat et tout ça. Parce que si vous n'avez pas la réflexion, si vous n'avez pas l'objectif de faire un projet, il n'y aura pas un intérêt que vous présentez au sein de cette académie-là. Mais en même temps, ça sera au détriment d'autres personnes qui veulent participer. En même temps, il peut y avoir des jeunes motivés, même s'ils n'ont pas maturé la réflexion, comme vous dites. Mais ils peuvent être motivés. Peut-être que quelqu'un de motivé vaut mieux. La motivation, on va la constater sur le formulaire et on va la constater sur l'entretien qu'on va effectuer avec ces jeux-là. Vous pouvez, cette formation, elle peut être destinée à combien de personnes maximum? Le minimum, ça sera une centaine de jeunes. Une centaine de jeunes. Le minimum, c'est centaine. Sur tout le territoire? Sur les 12 régions? Non, je pose la question. Oui, bien sûr, sur tout le territoire. L'affiche qui sera lancée, je vais la partager avec vous d'ailleurs. Oui. Ça sera dédié pour tous les jeunes sur les 12 régions parce que tout le monde il est censé de participer. Parce que ça va participer à la création de la richesse de l'État sur toutes les régions. Est-ce que vous avez été sollicité par le Fatima Zaramo, la ministre du Tourisme, pour être intégré dans le programme Força d'une manière ou d'une autre? La dame, elle a intégré les influenceurs, mais elle n'a pas intégré vraiment les institutions qui prennent. Les personnes qui suivent cet influenceur-là, le moment qu'il va mettre une story sur le programme, il y en a des personnes qui vont lui poser la question. Il va se trouver dans deux situations. La première, c'est soit qu'il va donner des fausses informations sur le programme parce qu'il n'est pas au courant, soit qu'il va s'excuser parce qu'il n'est pas assez capable de répondre. Et ça, c'était pas dans le cas. Mais pour eux, ils ont une autre visibilité pour faire la publicité pour ce programme. Mais laissez-moi vous dire, la bonne publicité, ça se fait au niveau des centres qui ont une grande communauté des jeunes qui se présentent parce que nous, on représente les jeunes. On est la porte-parole des jeunes. Donc, si on se représente à ce programme-là, on est censé de donner toute l'information qui sera partagée sous forme de conférence. Même si on n'était pas convoqué par ce programme-là et par l'administration, on a fait appel à le président de la TPE et la PME, M. Abdallah Frigui, qui était présent chez vous la semaine dernière, justement. Et on a parlé d'une manière très détaillée du programme de Força. Vous allez proposer donc des formations qualifiantes? Oui. On est bien d'accord? Je vous détaille ça. Oui. Donc vous dites que c'est gratuit? Mais bien sûr. Et quand vous dites gratuité, c'est gratuité avec un résultat derrière ou gratuité juste pour... Voilà, le jeune il vient chez vous, il suit une formation et puis vous ne lui garantissez pas derrière une employabilité? Normalement, ça c'était le premier stade. Le premier stade c'était de faire des formations et à la fin, on vous donne l'attestation et vous partez. Ça c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une série de formations, une académie et par la suite, il y aura des fonds qui seront donnés aux jeunes, bien sûr, qui ont des idées et qui sont applicables. Il y a maintenant des réunions qu'on fasse avec des institutions bancaires pour nous donner des fonds avec une signature de convention avec les microcrédits des banques. Vous avez un budget aujourd'hui? Pardon? Vous avez un budget de l'argent? Le budget, ça sera avec les institutions bancaires parce que les institutions bancaires... C'est les banques nationales qui vont financer? Bien sûr. À hauteur de combien? Selon les projets, le micro, on parle d'un plafond de 100 000 dirhams parce que les microcrédits des banques, ils ont un objectif de débloquer les fonds, mais ils n'arrivent pas à trouver les bons profils. Notre objectif et notre rôle, c'est de préparer les jeunes et de donner à ces banques-là les profils qui répondent aux besoins, à leur objectif. Donc pourquoi les banques et les microcrédits ne vont pas donner des fonds pour les gens qui sont déjà prêts? Valeur aujourd'hui, Ayman, il y a combien de banques nationales qui ont dit OK et qui sont prêts à vous accompagner? Normalement, il y a deux banques. Deux banques. Oui. C'est pas la peine. Non, mais il y a deux banques aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres banques avec qui il y a une négociation qui est toujours en cours? Non. Il n'y a pas d'autres banques? Il n'y a pas d'autres banques. Donc il n'y aura pas d'autres banques, il y aura deux seules banques? Deux seules banques. Ça sera normalement, ce programme-là, et sera la première phase.
La première phase du programme dans lequel on va essayer de débloquer des fonds pour des jeunes et de voir bien sûr la possibilité de faire un accompagnement par le suite. Parce que je vous ai parlé de l'étude de l'ACP, 2 ans, de 90%. Taux de mortalité extrêmement élevé pour les startups et les TPE. Au bout de 2 ans. 90%. Ouais. Donc c'est une information très claire. Le programme de force, il doit prendre en considération ce point parce que quel est l'intérêt de ne pas prendre les directives de l'HCP? L'HCP, il nous donne des analyses sur tous les secteurs. Sur ce centre marocain des jeunes pour les études stratégiques, qu'est-ce qu'il y a voilà, il y a impliqué dans ce programme aujourd'hui d'accompagnement pour les néo-futurs entrepreneurs via une formation chez vous au niveau des centres. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités aussi, d'autres attributs? Bien sûr. Ben, je ne sais pas, je vous pose la question, moi. D'accord. Alors, pour le Moroccan Youth Center of Strategic Studies, c'est un centre indépendant qui travaille sur les formations, l'accompagnement, l'incubation, la coopération. La coopération, je vous parle de l'organisme des CRED, je vous parle des conventions qui sont signées avec des écoles supérieures qui se trouvent ici à Casablanca, dans lequel on a fait du stage pour les étudiants, parce que vous pouvez faire des études, mais pour être un bon employé, un bon citoyen, vous avez besoin de pas mal de paramètres afin de s'adapter avec la situation actuelle. Et notre rôle, à partir d'un organigramme qui nous donne la possibilité de travailler sur différentes commissions, je vous parle de la commission de politique et droit qui travaille sur le côté du Sahara marocain, je vous parle également de la commission de la technologie et l'innovation, sur économie et finances, sur community management, commission de presse et communication. Ce sont les différentes commissions qui présentent des jeunes capables à gérer leur commission à partir des formations, des académies, des formations, des ateliers, des workshops qui travaillent dans leur domaine. Donc en fait, vous intervenez sur différents Domaine, terrains, espaces qui donnent la possibilité aux jeunes de spécialiser sur leur secteur et de donner de plus et de s'enrichir à partir des activités qu'ils fassent. Est-ce que vous avez des critères aussi de jeunes diplômés, non diplômés, bac plus 4, bac plus 5, ben oui, pour être éligible? Pour être éligible, bien sûr, il y a la compétence. C'est un point qui est très important. Mais la compétence, pour nous, c'est tout d'abord d'avoir l'engagement. Parce que vous pouvez avoir de la compétence. Mais si vous n'avez pas l'engagement et la motivation, vous n'allez ni servir le centre, ni servir votre parcours. Donc le diplôme, c'est une compétence pour vous, pour votre centre ou pas? En fait, le diplôme, ça nous donne le calibre, ça nous donne vous êtes sur quel domaine. Mais le diplôme ne fait pas l'homme. Sur l'entretien, on va voir est-ce que vous êtes apte ou non. Le diplôme ne fait pas l'homme. Ne fait pas l'homme. Parce que vous allez passer par un entretien d'RH qui va voir tout d'abord des questions standards et il y a un deuxième entretien de métier avec la commission concernée dans laquelle vous voulez intégrer. En tout cas, on finira là-dessus. Peut-être rappeler l'email, les coordonnées pour celles et ceux qui ont écouté et qui voudraient sur une formation spécialisée, spécialisante, qualitative et gratuite. Bien sûr. Dans votre centre, c'est quoi les coordonnées, s'il vous plaît? Je répète tout d'abord le nom. C'est Moroccan Youth Center of Strategic Studies. D'accord? Le centre marocain des jeunes pour les études stratégiques. Ça se trouve sur Facebook, ça se trouve sur LinkedIn, ça se trouve sur Instagram. Et si vous voulez l'adresse mail, c'est morocanyouthcenter@gmail.com. Vous n'avez pas peur après ce podcast, l'info en face 100% engagé, d'être inondé de CV? On est là pour les jeunes, on est là pour notre nation et le rôle de notre présence, c'est de faire notre part afin d'être toujours présent et d'avoir des jeunes responsables et capables et engagés. Merci infiniment. À votre service. Emen Zakaria, je rappelle, président du Centre marocain des jeunes pour les études stratégiques. Oui. Merci à vous, bonne continuation. Merci à vous. Et puis on refera le point après le mois de juin. Bien sûr. À bientôt. À bientôt.